Là, vous aurez plein de questions pour eux. Ils vont nous présenter comment on peut optimiser un blog, vous l'aurez compris, du SEO à la conversion en passant par le contenu. Sylvain, Céline, je vous laisse la main. Parfait, bien, je vais me lancer. Donc, merci Arnaud pour l'introduction et merci au SEO Square de nous recevoir. Donc, comme tu l'as si bien dit, donc je suis Sylvain Charby, donc je suis référenceur international donc pour HubSpot, où je suis en charge de toutes les optimisations techniques pour que ce soit le blog anglophone, mais aussi les blogs internationaux, comme les blogs francophones et hispanophones. Et également aussi tout ce qui a trait à l'académie HubSpot et enfin, les outils, donc comme le Website Grader ou le générateur de signature d'email. Voilà, et je vais passer la main à Céline pour se présenter rapidement. Merci, ravi de participer à cette édition du SEO Square. Je m'appelle Céline Damani, je suis à HubSpot depuis 2016, où, comme le disait Arnaud, je m'occupe principalement de nos blogs, de nos newsletters et de la conversion sur le blog. Parfait. Et voici le sommaire. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, donc ça va être divisé en 4 parties. Donc, la première qui va traiter de que faire donc, de mon contenu, donc de la création à l'organisation. Ensuite, on parlera des pages piliers et des groupes thématiques qu'on appelle aussi topic cluster. Donc, comment penser son contenu autrement. Et ensuite, Céline vous parlera donc des conversions par groupe thématique, donc déterminer la stratégie de génération de leads sur chaque article. Et enfin, analyser, optimiser la conversion, donc identifier les opportunités avant de passer justement à la séance de questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à la fin. Et sans plus attendre, eh bien, je pense qu'on peut se lancer dans la première partie, donc qui est que faire de mon contenu, donc savoir identifier les signes que des ajustements ou une restructuration sont nécessaires à la bonne santé de son blog. Et à HubSpot, on a posé une question, donc c'était l'an passé, et c'était « Avez-vous déjà acheté quelque chose à une entreprise après avoir lu un de leurs billets de blog ?» Et nous avons eu une réponse positive à 56% et négative à 44%. Et vous pensez bien, en général, que quand on a de tels résultats, eh bien ça suscite quelques vocations. Et la plupart des créateurs de contenu se disent que plus on va créer de contenu, plus on va faire de trafic, et plus on a de trafic, plus on a de conversion. Et c'est pas forcément une mauvaise manière de penser, mais ça peut aussi créer certains problèmes. Pourquoi ? Eh bien, parce que avoir du bon contenu, c'est bien, c'est même extrêmement important, mais avoir du bon contenu bien organisé, c'est mieux. Et une manière assez rapide, on va dire, d'organiser son contenu, qui est assez standard, c'est de créer des catégories. Donc, vous avez votre nom de domaine, catégorie, vous avez une partie blog, ou même vous avez justement une partie actualité dans votre catégorie blog, justement, pour arriver à gérer les contenus un peu différents. Et ça vous donne justement des structures pyramidales, comme celle-ci. Donc, vous avez une page d'accueil, des catégories principales, des sous-catégories et des articles. Et ça fonctionne très bien, c'est même conseillé en tout cas au début, mais justement à partir d'un certain niveau, d'un certain nombre justement de pages et d'articles, ça peut au bout d'un moment bloquer légèrement. Et pourquoi ? Eh bien parce que plus vous allez avoir de pages, et plus la structure de votre blog va se complexifier. Ce que vous avez à l'écran, eh bien, c'est la structure du blog de HubSpot telle qu'elle était il y a quelques années. Donc, vous aviez le nom de domaine, hubspot.com, vous aviez le sous-domaine, blog.hubspot.com, et 3 catégories principales, donc marketing, agence et vente. Et en dessous, vous avez beaucoup de contenus qui sont en fait encadrés donc dans ces catégories-là, mais qui, justement, comme elles vont de plus en plus dans le détail, comme elles se complexifient de plus en plus, eh bien, manquaient véritablement de liens entre eux. Et justement, c'est bien là le principal problème. Il n'y a pas de maillage uniforme. On a du mal à voir les connexions entre les différents contenus. Et donc, les moteurs de recherche ainsi que les visiteurs se perdent en fait véritablement dans l'exploration du blog. Et donc, le premier signe qu'une restructuration est nécessaire, eh bien, c'est d'arriver justement à voir si vos catégories sont surchargées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons que vous avez une catégorie mère dans votre blog et donc vous avez un peu de contenu, mais pas trop. Donc, vous avez par exemple la vie marine. Ça parle de cuisine de poisson, ça parle de voile, tous ont un rapport à la mer, même s'ils sont justement très différents. Et plus vous allez créer de contenu au fur et à mesure des mois et des années, et plus vous allez avoir besoin de les catégoriser. Donc vous allez créer par exemple plusieurs articles qui traitent de la vie marine, et donc vous allez créer une sous-catégorie /mer /faune par exemple, ou une catégorie sous-catégorie /mer /recette, ou une sous-catégorie /sport. Et etc. C'est-à-dire que vous allez en plus continuer encore, et après, vous allez créer d'autres sous-catégories pour encore aller plus loin dans les détails.
Et ce que ça fait, eh bien, c'est que ça vous donne une catégorie, enfin une structure qui est plus complexe et un crawl aussi qui est plus complexe, c'est-à-dire que les robots Google, eh bien, vont aller voir votre contenu, mais plus ils vont avoir besoin d'aller loin et plus ça va poser de problèmes. C'est-à-dire que du contenu qui est enfoui plus profond aura moins de chances d'être crawlé. C'est-à-dire que le robot va y aller moins de fois, et s'il passe moins de temps sur votre contenu, eh bien, ça veut dire que votre positionnement dans les résultats de recherche vont en pâtir. Donc ça, c'était pour le premier signe. Le deuxième signe, c'est se faire concurrence à soi-même, et ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Donc là, vous avez par exemple une page qui se positionne très bien sur des mots-clés très larges, même sur des mots-clés longue traîne, et vous voyez justement qu'elle convertit bien. Et vous vous rendez compte qu'il y a certains mots-clés que vous n'arrivez pas à capter avec cette page. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une autre page qui va justement cibler ce mot-clé particulier ou ces mots-clés longue traîne, et vous allez réussir aussi à vous positionner dessus. En revanche, vous allez vous rendre compte que cette deuxième page que vous avez créée va se positionner et remplacer en fait votre première page. Et au final, vous allez perdre du trafic sur cette première page, en gagner sur l'autre, et vous n'aurez au final perdu que du temps et des ressources, puisque le trafic reste similaire. Et c'est ce qu'on appelle justement la cannibalisation. Donc les URL, justement, se volent du trafic entre elles, et c'est un problème qui est très fréquent, particulièrement quand vous avez beaucoup de contenu. Et en général, la concurrence qui n'a pas ce problème arrive à se positionner beaucoup plus rapidement que vous. Donc ça, c'était pour le deuxième signe. Le troisième signe, eh bien, le visiteur ne parvient pas à trouver la bonne information. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus important. Au final, la personne va entrer une requête générale et va arriver à trouver votre page, va y rentrer, mais en général, ils vont essayer aussi de trouver certains détails, et il ne va pas arriver à trouver justement l'information qu'il cherche. Et ce que ça crée, eh bien, c'est un taux de rebond élevé. Donc la personne va arriver sur la page et va partir vite, et en l'absence justement de lien interne pertinent, parce qu'il est fort possible que vous ayez en fait justement cette information dans un autre article ou dans une autre publication, eh bien, il ne va pas rester et passer du temps sur votre blog, et donc ne va pas convertir. Donc, pour récapituler les trois signes que justement votre blog a besoin d'une restructuration. Le premier, eh bien, ce sont des catégories surchargées. Le deuxième, c'est se faire concurrence à soi-même. Et le troisième signe, c'est la bonne information est introuvable par le visiteur. Et ça m'amène directement à la deuxième partie, qui est donc page pilier et groupe thématique. Donc, comment penser son contenu autrement. Donc, une fois que vous avez réussi à identifier que vous avez besoin d'une restructuration, il y a quelques petites choses à savoir justement avant de se lancer. La première, c'est quelque chose de très simple qui est connu, c'est que Google comprend les connexions entre requêtes et le contexte thématique qui existe entre elles. Et un moyen rapide justement, donc c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est vraiment simplifié au maximum. Mais si vous faites une recherche dans Google et que vous cliquez sur un lien et que vous revenez tout de suite dans les résultats de recherche, vous allez avoir ce petit encadré qui va apparaître, qui s'appelle recherche associée, et vous voyez justement donc d'autres requêtes. Là, vous voyez par exemple ici marketing digital, marketing produit, donc qui sont très liés en fait à la recherche principale, mais vous en avez d'autres, comme ici stratégie d'internationalisation, qui sont plus éloignés que la recherche pure et qui peuvent être justement connectés au thème ou au contexte, en tout cas. Il faut aussi savoir que Google comprend quel site fait autorité sur des sujets en particulier, et c'est justement ce qui nous intéresse. On veut que notre blog, que nos publications soient reconnues comme étant des autorités, et c'est là que les groupes thématiques, justement, peuvent aider à choisir votre site. Alors, un groupe thématique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça se compose de 3 éléments en particulier. Le premier élément, c'est la page pilier. Donc, c'est une page qui va parler d'un sujet large, c'est-à-dire suffisamment large pour qu'il soit divisé en plusieurs sujets secondaires, mais pas trop large pour qu'il puisse rester justement dans un cadre. Et tout autour, vous aurez du contenu de groupe, donc c'est-à-dire des pages qui vont traiter des détails en fait du sujet central que vous avez. Et enfin, aussi important, même plus important, les liens hypertextes qui vont relier en fait les différentes pages de contenu vers la page pilier et inversement de la page pilier vers ces pages de contenu pour vraiment montrer une connexion entre ces différentes publications. Donc je vous remontre à gauche la structure du blog d'HubSpot telle qu'elle était il y a quelques années, et à droite telle qu'elle est aujourd'hui.
Donc, en fait, on n'a pas véritablement changé les catégories marketing, agence et vente sont toujours là, mais la manière dont on a lié en fait les contenus entre eux, on a retravaillé notre contenu et on a ajouté de nouveaux contenus autour pour réussir véritablement à créer des connexions et faciliter la navigation pour les visiteurs comme pour les moteurs de recherche. Donc pour revenir un peu sur la page pilier, donc c'est une page centrée sur un sujet large. Donc c'est-à-dire qu'il faut en premier lieu arriver à trouver un sujet et choisir un sujet, ça répond à 3 critères en général quand on veut réussir à trouver le bon. Eh bien, la première, c'est qu'il faut qu'il soit suffisamment large, j'en parlais avant, pour être divisé en plusieurs sujets secondaires. Le deuxième, qu'il dispose d'un volume de recherche intéressant, c'est-à-dire que vous voulez être sûr que l'investissement que vous allez faire, que ce soit dans la création de contenu, dans la restructuration, on vaille la chandelle. Et enfin, montrer une intention de recherche informationnelle avec un potentiel de conversion. Donc, c'est-à-dire que quand les gens vont faire une recherche pour trouver ce sujet, eh bien, il faut qu'ils cherchent justement une information que vous pouvez offrir. Mais il faut qu'un certain pourcentage de ces personnes, justement, puissent convertir et donc souscrire à votre offre. Et vous n'avez pas besoin de partir de zéro, puisque justement, si vous avez fait le constat que votre blog doit être restructuré, retravaillé, vous avez probablement beaucoup de contenu. Et la première chose à faire, c'est un audit du contenu existant et grouper justement ce contenu par sujet. Et si jamais vous avez un blog depuis 15-20 ans, eh bien, ça peut justement vous prendre des mois si vous vous lancez manuellement. Et il y a heureusement justement plusieurs manières d'automatiser la chose. Et ça peut être fait justement comme ceci. Donc la manière la plus simple, ce serait via Screaming Frog. Donc si vous avez dans configuration et recherche personnalisée, vous pouvez justement filtrer les différentes pages de votre blog par mots-clés ou requêtes et en fonction justement de l'endroit. C'est-à-dire que si jamais vous cherchez marketing international et il faut que ce soit situé dans l'entête ou dans le corps du texte de vos articles de blog, eh bien, Screaming Frog peut le faire pour vous. Il va scanner, ça va prendre en fonction de la taille 1 heure ou 2, et après, va vous donner une liste, et manuellement, vous allez ensuite trier et regrouper, voir celles qui vous intéressent ou non. Après, si vous êtes plus versé dans la technique, vous pouvez justement utiliser Botify ou même des scripts Python qui permettent en fait généralement d'extraire des tableaux Excel ou des Google Sheets et justement ça va vous donner une liste de tous ces contenus. L'avantage, c'est qu'en général, c'est plus précis parce que vous pouvez justement définir plus de paramètres. Et ces 3 solutions-là, dans tous les cas, se basent sur de l'extraction de texte via CSS Selector ou Regex, qui sont justement là pour arriver à trouver l'endroit exact où vous voulez que l'information soit extraite. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous voulez malgré tout faire de la recherche de mots-clés. Pourquoi? Vous avez trouvé un sujet que vous allez mettre dans votre page pilier. Vous avez réussi à trouver justement des sujets secondaires avec des articles que vous aviez déjà, mais peut-être que vous en avez que peu. Vous avez une page pilier, peut-être 3 pages secondaires, 3 pages de groupe, et il vous en faut un peu plus pour véritablement faire un groupe thématique qui soit fort. Et vous pouvez justement, grâce à la recherche de mots-clés, dénicher de nouveaux sujets secondaires pour en avoir plus et faire en sorte que ce soit plus fourni. Et ensuite, vous devrez trouver, si possible, des questions à volume de recherche élevé qui ont un trait justement à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que vous savez directement que la réponse est ce qu'il cherche grâce à cette question. Et si le volume de recherche est conséquent, ça vous permet justement de justifier, encore une fois, l'investissement en temps et ressources que vous allez faire là-dessus. Et enfin, trouver une opportunité d'extrait optimisé, c'est-à-dire que si jamais vous avez des positions 0, des extraits justement enrichis qui peuvent vous donner plus de visibilité, eh bien, ça peut justement vous inviter à les conquérir, entre guillemets, et à mettre votre contenu en avant. Alors voici un exemple de sujet pour page pilier qu'on utilise souvent à HubSpot, c'est le marketing de contenu. Et le marketing de contenu, c'est suffisamment large justement pour être divisé en plein de sujets secondaires. Mais si on avait pris justement marketing, eh bien là, ça aurait été beaucoup trop large, on n'aurait pas réussi à le cadrer. Avec marketing de contenu, on peut véritablement arriver à cadrer ce qu'on veut mettre dedans et à lui donner donc un contour. Et voici des exemples de contenu de groupe, de pages de groupe que vous allez construire autour avec des sujets secondaires. Donc ça pourrait être par exemple planifier son contenu, stratégie de contenu marketing ou des types de publications justement pour marketing. Donc comme je le disais avant, donc le lien de chaque page de groupe vers la page pilier et inversement
sont extrêmement importantes pour réussir vraiment à créer la connexion et faire en sorte que le visiteur puisse justement naviguer dans votre groupe thématique. Mais il y a un autre point extrêmement important, ce sont les liens entre pages du même groupe thématique. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une page de groupe avec un sujet secondaire, vous n'avez pas forcément, si jamais vous avez, je ne sais pas, 20 pages secondaires, vous n'avez pas besoin de mettre 20 liens dans chaque page vers toutes les autres, mais ça peut être juste 2 ou 3 liens pour véritablement montrer la connexion entre ces différentes pages. Le danger, en général, c'est de commencer à faire des liens internes vers d'autres groupes thématiques. Parce que même si ça a du sens, si vous commencez justement à lier d'autres groupes, eh bien ça enlève véritablement la puissance en fait de cette stratégie-là, et ça va donc diluer en fait véritablement les effets. Et justement, je vous parlais de taille juste avant. Donc, il n'y a pas de règle véritablement de taille des groupes thématiques. Vous pouvez en avoir qui font 7 pages comme d'autres qui vont faire 150, mais d'expérience, ce qui a le mieux fonctionné pour nous, ce sont des groupes entre 5 et 25 pages en moyenne. On a vu véritablement que les effets étaient les meilleurs pour ce type de taille. Une autre chose importante, c'est l'ajout des données structurées. Alors là, vous avez un exemple. Donc, qu'est-ce que c'est les données structurées? Ce sont ces petits blocs de code que vous allez mettre sur vos publications et qui vont permettre non seulement de donner justement plus d'informations directement au moteur de recherche sur le thème, sur ce dont vous parlez, le sujet en général, et ça vous permet aussi justement dans certains cas, d'avoir des résultats enrichis, comme vous avez ici avec le FAQ, les petits menus déroulants que vous avez en bas. Ça permet justement d'arriver à expliquer au moteur de recherche le contexte et véritablement ce sur quoi vous voulez qu'il se focalise. Et il y a malgré tout un point important qui est la structure de base. Si votre structure de base est mauvaise, eh bien, ce sera compliqué de mettre en place justement des groupes thématiques. C'est-à-dire que si jamais vous avez une structure pyramidale et que vous avez un côté qui a beaucoup plus justement de contenu que l'autre, ou un autre qui est justement relativement stable et un autre où vous avez énormément de contenu qui est créé, eh bien, ça va en fait rendre beaucoup plus difficile les effets positifs de vos groupes thématiques. Donc, il est conseillé d'arriver à remettre d'équerre, en tout cas de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre au niveau de votre structure de base, et ensuite de commencer à s'attaquer aux groupes thématiques. Alors, il faut savoir aussi que ça n'est pas une recommandation de Google. Les groupes thématiques, c'est le fruit, on va dire, d'expérience et d'expérimentation justement de différents référenceurs. Et la raison pour laquelle justement c'est conseillé, c'est que bien on voit des résultats et une manière de les suivre justement pour être comme ceci, donc le bon vieux tableau Excel ou Google Sheet, où vous avez par exemple voilà, plusieurs colonnes, une qui indique le groupe thématique, donc là ça pourrait être marketing de contenu, l'offre qui est attachée justement à ce groupe thématique, donc ça Céline vous en parlera plus en détail, mais là on a pris un exemple avec eBook Marketing. Un mot-clé principal donc par publication. Donc pour la page pilier, par exemple, on a ici marketing contenu, contenu planification, stratégie de contenu marketing. Le type, donc quelle est la vocation justement de cette page. Le taux de conversion qui au final est presque le plus important parce que vous allez avoir certains groupes thématiques qui vont générer un trafic organique absolument énorme, mais qui vont avoir des taux de conversion extrêmement bas. Et à l'inverse, vous allez avoir certains groupes thématiques qui vont avoir du mal justement véritablement à progresser organiquement, mais qui vont avoir des taux de conversion extrêmement élevés, et c'est plutôt là où vous voudrez justement focaliser vos efforts. Et ensuite, bien le volume de recherche et puis URL attribué. Et la question la plus importante, eh bien, c'est est-ce que ça marche? Eh bien, la réponse est oui. Nous avons constaté de notre côté un meilleur placement dans les résultats de recherche en général, un nombre d'impressions beaucoup plus élevé, et un nombre de liens entrants, donc de backlinks de qualité supérieure, donc c'est-à-dire c'est pas forcément le nombre de liens qui a augmenté, mais simplement des sites qui font autorité sur les sujets dont on parle et qui forcément nous aident à nous placer d'autant mieux dans les résultats de recherche. Et nous allons maintenant passer aux conversions par groupe thématique, et je vais laisser la parole à Céline qui s'en prendra mieux que moi. Merci Sylvain. Alors, après la création des groupes thématiques, on va maintenant voir comment assurer la conversion pour chacun de ces groupes et comment déterminer la stratégie sur chaque article. Alors, le blog, c'est une machine à générer des contacts. Et le moyen le plus facile d'obtenir un contact, c'est de proposer une inscription à la newsletter en demandant simplement une adresse email. Et on peut voir ici que sur le blog de HubSpot, l'inscription à la newsletter, elle est imbriquée dans la navigation.
c'est la première chance de conversion, c'est celle qui demande le moins d'éléments et le moins d'efforts aux visiteurs. Sur les articles de blog, on peut aussi générer des leads en proposant des boutons call to action, des CTA, vers des pages de destination pour le téléchargement des e-books, pour l'inscription au webinar, via la soumission d'un formulaire. Donc pour l'instant, on arrive donc à convertir des visiteurs en abonnés et on arrive aussi à convertir des visiteurs ou des abonnés en leads avec un seul et même contenu. Mais on peut s'attendre à ce que les visiteurs effectuent de nouvelles visites sur le blog après le téléchargement d'un e-book et donc après la conversion en lead. Alors, c'est là que c'est particulièrement intéressant d'utiliser des règles intelligentes ou des smart CTA, parce qu'on peut offrir aux leads qui reviennent sur le blog un chemin de conversion qui va permettre une progression dans le cycle de vie client. Ici, on va donc proposer sur le même article que tout à l'heure, et seulement aux visiteurs qui ont déjà le statut de lead, un CTA vers un de nos produits, ici le CMS, en cherchant la conversion en MQL, c'est-à-dire en lead qualifié, et cette conversion, elle se fait via la soumission d'un formulaire de demande de démonstration ou de demande d'essai gratuit. Alors, il peut y avoir différents types de conversions selon les étapes du cycle de vie client dans votre entreprise. Et dans le e-commerce en particulier, on peut envisager des conversions en client plutôt que les conversions en MQL. Alors, si on s'attache principalement à la génération de leads, au moment de lancer un nouveau blog, il va falloir anticiper les conversions. Et souvent, ça va se faire avec une seule offre de contenu qui va être proposée sur tous les articles. Il s'agit d'une offre passe-partout, une offre par défaut qui est utilisée partout, tant qu'une meilleure offre ou une offre plus spécifique à un sujet n'a pas encore été publiée. Alors, en effet, l'idéal, une fois que les clusters commencent à se consolider, c'est de chercher à mettre en place une offre par cluster, une offre par groupe thématique. C'est là qu'on voit déjà l'importance de l'alignement entre le SEO et le CRO, ou l'optimisation des taux de conversion, parce que dès la planification des clusters, on peut prévoir en parallèle la création de nouvelles offres de contenu. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si pour un article d'un cluster, l'offre choisie ne correspond pas, c'est peut-être que cet article n'appartient pas à ce cluster. Et si c'est le cas pour la moitié des articles, c'est peut-être que le cluster, le groupe thématique, peut être divisé en deux groupes plus précis. Alors attention, le but, c'est pas d'avoir la même offre. Pardon, le but, c'est d'avoir la même offre sur tous les articles d'un cluster, mais les offres ne sont pas forcément exclusives à un cluster. Ici, on peut voir que sur deux clusters différents, on utilise la même offre tant qu'elle est pertinente pour ce groupe thématique. Donc, on n'a pas forcément autant d'offres de contenu qu'on va avoir de clusters sur le blog. Selon la taille du blog, on peut quand même avoir une bibliothèque de contenu assez importante. Et il faut penser, en particulier au moment de lancer le blog, à créer des offres qui vont être pertinentes pour l'entreprise. Alors, le premier type d'offre qu'il faut privilégier, ce sont celles qui vont avoir une relation entre les produits ou avec les services, les fonctionnalités de l'entreprise qui va être la plus forte possible. Plus cette relation commence à diminuer, plus la priorité va diminuer. Donc, pour créer une offre qui n'a qu'une relation moyenne avec, à nouveau, les services, les produits, les fonctionnalités, il faudra s'assurer que cette offre apporte le contexte, l'inspiration, la satisfaction qui va permettre à l'audience de gagner en compétences et en connaissances. Si cette relation est faible, il faut que les offres permettent au moins à l'audience de se familiariser avec la marque et, si possible, de mettre en avant l'expertise de la marque. Alors, pour prendre un exemple concret, si on prend le cas de HubSpot, si on cherche des exemples d'offres pour chaque degré de proximité avec les produits, ça va par exemple correspondre à un modèle de création de chatbot qui permet de mettre en avant la facilité de création d'un bot dans notre plateforme. Mais publier un guide sur le lancement de produits, c'est aussi quelque chose de pertinent. Parce que même s'il n'est pas lié directement aux outils HubSpot, le lancement de produits fait appel à la mise en place d'une campagne marketing, à la création de pages web, à d'autres éléments qui, eux, correspondent à des fonctionnalités existantes dans nos logiciels.
Alors, le dernier point, si on prend un rapport sur les tendances en entreprise, il est plus éloigné de nos outils marketing, vente et service client, mais il va quand même permettre d'apporter une familiarité avec la marque et d'instaurer une expertise. Alors, si on prend maintenant un exemple fictif avec une entreprise qui serait spécialisée dans l'arrosage automatique, on peut de la même façon imaginer un planificateur de jardin avec, par exemple, une baie aérienne, l'ajout de tuyaux d'arrosage qui permettent vraiment de faire le lien et de renvoyer les internautes vers le produit qui va leur correspondre. On peut aussi imaginer un calendrier des semis et des récoltes qui est assez lié au produit pour être pertinent. Et enfin, avec une relation faible avec les produits, on peut imaginer un guide du jardin bio pour permettre à l'entreprise de se positionner chez l'audience ciblée. Alors, une fois qu'une certaine structure est mise en place, qu'on a des clusters complets, des offres dédiées, on va pouvoir commencer à analyser et à optimiser la conversion pour identifier les opportunités. Alors, la difficulté principale pour l'analyse des conversions du blog, c'est qu'on a des centaines, voire des milliers d'articles et qu'il faut établir des priorités, mais le trafic seul n'est pas un indicateur suffisant. Et enfin, les performances d'un article sont très volatiles et il est donc souvent difficile de savoir si l'évolution des résultats sur un seul article est vraiment liée à la modification qui a été apportée. Alors, pour créer un rapport de conversion par groupe thématique, les étapes vont être les mêmes, quel que soit l'outil utilisé, à condition que les données de trafic et de conversion, celles qui nous intéressent, soient disponibles. Alors, selon l'outil, il n'y aura pas forcément à faire d'export non plus, mais la méthode, elle est assez simple. Elle consiste à récupérer pour chaque URL le trafic et le groupe thématique, à récupérer le nombre de leads par article, ou d'abonnés, ou de MQL, selon ce qui vous intéresse comme type de conversion. On peut ensuite, en troisième point, effectuer un croisement pour avoir les leads et le trafic par URL, et enfin, organiser les données par cluster avec un tableau croisé. Donc, on va voir ça un peu plus dans le détail. Le premier export, il vient en général de votre CMS ou de votre outil d'analyse du trafic. Ensuite, avec un CRM, on peut générer un rapport d'attribution, c'est-à-dire le nombre de leads pour chaque article. Et là aussi, la communication entre le CRM et le CMS peut permettre de centraliser ces données-là et de limiter le nombre d'exports à effectuer. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre en correspondance les leads avec le trafic. Si ce n'est pas possible dans l'outil, on peut le faire dans Excel ou dans Google Sheet avec une formule lookup. Et enfin, avec un croisement par cluster, on va arriver au rapport final avec le total de trafic et de leads, non pas par article, mais par cluster. Et on peut donc calculer le taux de conversion de chacun de ces groupes thématiques. Alors maintenant, comment lire ce rapport? Pour la lecture du rapport, on va s'attacher à deux aspects. D'abord, les opportunités de conversion. Ce sont les opportunités, c'est-à-dire les clusters avec un trafic élevé et un taux de conversion faible. Ici, puisque vous avez déjà le trafic, toute modification qui va favoriser la conversion va être largement bénéfique. On peut aussi identifier les opportunités de trafic, c'est-à-dire les clusters qui ont un taux de conversion élevé et un trafic faible. Alors attention, il faut que le trafic existe et qu'il soit suffisamment important pour que la mesure du taux de conversion soit assez précise. Quand on a un trafic vraiment autour de 0, on ne peut pas avoir cette précision et il vaut mieux exclure ces clusters-là de l'analyse. Alors pendant qu'on est sur le taux de conversion, une question qui revient souvent, c'est de savoir quel pourcentage de conversion il faut viser. Alors dans l'exemple fictif que j'ai ici, je prends 0,10% comme un taux trop faible et 3% comme un taux trop élevé. Mais le taux de conversion, et je reviendrai dessus dans un instant, c'est quelque chose qui va changer énormément selon le secteur, mais aussi au sein d'un même blog, selon les différents clusters. Et c'est justement après avoir mis en place un processus de CRO, un processus d'optimisation des conversions, qu'on peut avoir plus de repères et qu'on peut commencer à comparer le taux de conversion à celui d'un cluster testé et optimisé sur une thématique proche et comparable en termes d'intention. Alors maintenant qu'on a ce rapport, il faut décider comment mettre en place les deux types d'optimisation. Pour la conversion, on va s'attacher à revoir et à tester les CTA
à revoir des pages de destination, mais on peut aussi chercher à créer une nouvelle offre, une offre dédiée pour le groupe thématique, ou mettre à jour une offre de contenu existante. Pour les rapports annuels en particulier, on sait que la conversion va diminuer avec l'ancienneté du rapport et qu'elle remonte quand une nouvelle version est publiée. De l'autre côté, pour les opportunités de trafic, il va y avoir deux possibilités. D'abord, l'optimisation après publication pour les articles qui sont déjà en ligne. Mais comme ici, on est sur une analyse par cluster, on peut aussi envisager de créer de nouveaux articles pour consolider le groupe thématique. Alors, j'en parlais à l'instant, pour identifier les clusters les plus pertinents pour l'optimisation, pour la conversion, on peut calculer le gain de lead potentiel. C'est-à-dire combien de leads en plus on peut convertir avec l'augmentation du taux de conversion. Donc, pour faire ça, on peut multiplier le trafic par le taux de conversion optimal moins le taux de conversion réel. Alors, le taux de conversion optimal, pour l'identifier, il faut trouver un cluster comparable. C'est-à-dire comparable par rapport à l'intention de recherche, par rapport au trafic et par rapport au sujet. Alors, on arrive là dans une dimension un peu au-dessus du cluster. Et par exemple, pour nous, certains clusters sur les différents réseaux sociaux peuvent être comparables. Alors, on peut calculer pour chaque cluster le gain potentiel de lead et donc prioriser et chercher à créer une nouvelle offre ou tester les CTA là où on a le plus de chances d'avoir des résultats visibles. Et on peut voir que le taux de conversion ne correspond pas toujours au gain potentiel. Ici, les clusters avec le taux de conversion le plus bas ne sont pas ceux qui sont forcément les plus importants à optimiser. Et parfois, ça peut être un peu contre-productif de trop s'attacher au taux de conversion. Et il faut bien garder à l'idée qu'il va évoluer selon les groupes thématiques et essayer de se concentrer plutôt sur le gain de lead potentiel pour prioriser les optimisations. Alors, pour conclure, je voudrais insister sur la dynamique de l'équipe, la dynamique de production. On a un cycle de production où le SEO planifie la création et l'optimisation des articles qui sont produits par l'équipe blog, puis optimisés et analysés par le CRO pour la conversion. Alors, il arrive souvent que 2 ou même les 3 de ces responsabilités vont être réunis au sein d'une seule équipe, voire parfois d'une seule personne. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vraiment miser sur la collaboration entre le SEO et le CRO pour le succès du blog, mais aussi pour le succès de l'ensemble du site web de l'entreprise. Merci, c'est tout pour notre présentation. Merci Céline, merci Sylvain. 70 slides en 34 minutes, bravo. Impressionnant, non, c'est super intéressant de se rendre compte de comment HubSpot applique ça et comment nous, on peut l'appliquer derrière. J'ai bien aimé, Céline, ton approche sur la conversion en thématique. Et je vois, il y a pas mal d'entrées dans le chat. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas, en attendant, si vous voulez poser des questions, on en a un petit peu, on en a une vingtaine, je pense. Vous pouvez voter les questions et je vais me permettre de commencer. Je pense que je vais avoir une question pour toi, Célim. Une question d'Amélia. Est-ce qu'il est pertinent de remettre à jour du contenu des articles existants depuis des mois, voire des années, même s'ils ont déjà du trafic constant? Oui, je pense que les optimisations à partir du moment où l'article a 6 mois, je pense qu'il faut commencer à le considérer pour une optimisation historique, l'optimisation après publication. Alors à nouveau, ça va beaucoup dépendre du secteur par rapport à la pertinence de l'article, s'il est encore pertinent, si au contraire on parle de statistiques, on parle de tendance, à ce moment-là, la mise à jour pour le contenu, elle est pertinente. Mais je pense qu'au niveau de l'optimisation, on a même tendance, quand on arrive à la maturité d'un blog, à renverser en fait le ratio où au début du blog, on publie principalement du contenu nouveau et on fait peu de mises à jour, un ratio à peu près à 80-20. Ça a tendance à s'inverser quand on arrive à un blog vraiment mature où on va privilégier les mises à jour sur des articles porteurs, des articles avec un
un MSV avec un volume de recherche mensuel élevé, parce que ce sera davantage bénéfique de mettre à jour ces articles-là, plutôt que de chercher à tout prix à créer de nouveaux articles sur des mots-clés qui ont un MSV moindre. Ok, très clair. Merci Célim. Et encore une fois, comme il disait, il y a les optimisations de trafic et les optimisations de conversion, vos call to action à ne pas oublier, même si vous générez du trafic. Une autre question plus pour toi, Célim, de Guillaume. Quel est le nombre de publications idéales par semaine pour une stratégie de contenu blog en B2B? Alors, c'est difficile comme question. Est-ce que j'ai envie de répondre? C'est la cadence maximum qu'on peut soutenir. Quelque chose qu'il faut vraiment essayer d'éviter de faire et qui peut être assez néfaste aux performances du blog, c'est d'avoir trop d'évolution et surtout une baisse de la fréquence de publication. Donc, il faut essayer de se fixer un nombre de publications par semaine auquel vraiment on peut se tenir sans passer de 10 articles par semaine à 2 articles certaines semaines parce que ça n'a pas été possible de tenir la cadence. Donc, je pense que c'est plutôt cette approche-là qu'il faut avoir, se dire comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas diminuer et augmenter de manière assez conservatrice, hein, en faisant vraiment attention et pas chercher des augmentations de doubler la cadence de production d'un seul coup. Ok. Ensuite, ça va être à ton tour, Sylvain. Hop, j'ai une question pour toi. Pourquoi le blog d'HubSpot est en subdomaine et non en subdirectory? Juste un petit rappel à l'audience. blog.hubspot.com, c'est un sous-domaine. Et hubspot.com/blog, c'est un subdirectory. Alors, c'est une très bonne question. Ceux qui ont fait ça à l'origine avaient probablement une bonne raison. Je dirais l'avantage d'utiliser un sous-domaine par rapport à un sous-dossier, c'est que vous pouvez vraiment créer un environnement dédié au contenu. Comme HubSpot, justement, son premier objectif n'est pas forcément de créer du contenu, c'est quelque chose qui est à part, ça fait partie de son environnement, mais ça n'est pas que cela. Eh bien, l'intérêt justement du sous-domaine, même si au tout début, en général, ça prend un peu plus de temps à se placer, ça a probablement été fait dans cet esprit-là. Je dis probablement parce que je n'étais pas là justement quand le blog a été créé. D'accord. Hop. Une autre question pour toi, Sylvain. Pour toi, quel est le meilleur outil ou la meilleure méthode pour visualiser ou analyser le maillage interne d'un site? Alors, le meilleur outil, vous en avez pas mal. J'en vois un ici en sponsor. Il me semble que OnCrawl, justement, a un très bon visualisateur. Screaming Frog le fait très bien aussi. Vous pouvez justement arriver à créer des cartes qui vous montrent justement les différents liens internes. Et là où vous avez des déséquilibres, c'est simplement justement 2 clics et vous n'avez plus qu'à attendre que ça se fasse. Après, en termes de méthodologie, c'est simplement arriver justement à voir où, si vous avez des articles qui ont un grand nombre de liens internes, ceux qui n'en ont pas du tout, et arriver justement à voir s'il n'y a pas possibilité d'avoir un cadre ou des normes justement quand vous allez créer ces liens, ou en tout cas les remettre d'équerre. Donc, niveau des outils, OnCrawl, Screaming Frog, et après, c'est justement du tableau Excel, beaucoup. Ok, très clair. Merci, Sylvain. Ensuite, encore une question pour toi, je pense, Sylvain. Célim, si tu veux répondre, n'hésite pas. Est-ce que le concours sémantique et le topic cluster sont la même chose? Alors justement, j'avais vu cette question et je dirais que c'est une très bonne question. Je suis justement moins familier avec l'expression de cocon sémantique. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de synonymes aussi un peu partout, beaucoup d'anglicismes. Donc c'est pas impossible que ce soit la même chose. J'ai pas la réponse immédiatement, mais je pourrais éventuellement revenir vers la personne qui a posé la question plus tard là-dessus. Très bien. Ensuite, on a une question d'Amélia, mais tu as déjà répondu, Sylvain. C'était est-ce qu'ouvrir un blog en sous-domaine est pénalisant pour le SEO? Je dirais non, juste au début, c'est plus lent. Tout à fait, oui. Ok, encore une question pour toi, Sylvain. Comment on peut gérer le déplacement de pages existantes avec l'introduction d'une nouvelle structure pour éviter de perdre du trafic déjà gagné? Alors, si on parle vraiment de structure de groupe thématique, on parle véritablement de lien principalement. C'est véritablement du lien et de la
Restructuration de contenu pur, on ne parle pas véritablement de déplacement de contenu. Si par déplacement, on entend par exemple changement d'URL, ce qui est quelque chose qu'on veut éviter, hein, justement pour éviter de perdre du trafic, eh bien là, c'est vrai que c'est un tout autre problème. Si jamais on réorganise son contenu, principalement en regardant les liens internes qui y sont et comment on peut justement arriver à les changer, en général, on n'aura pas véritablement de perte de trafic du même niveau qu'une restructuration, un changement justement de structure d'URL totale. Très bien. Hop. Une autre question pour toi, Sylvain, après, c'est je vais te retrouver. Est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi faire des liens entre différents groupes thématiques, ça a des effets néfastes? Oui, alors pourquoi? Parce qu'en fait, justement, ça enlève l'intérêt du groupe thématique. C'est-à-dire que si vous avez un topic cluster qui a justement été très réfléchi, avec une page pilier qui parle justement d'un sujet et toutes les pages qui lient entre elles, justement, traitent toujours de ce sujet, eh bien on arrive à comprendre justement la logique, pourquoi ces pages se lient entre elles. Si on commence à aller lier justement dans un autre groupe thématique, ça a du sens, mais on perd au final justement cette logique qui est on reste entre nous, on reste justement dans le même sujet. Et si c'est fait une fois ou deux, et c'est d'ailleurs véritablement le danger, je dirais, c'est qu'au début, on va créer son groupe thématique et ça va être propre. Et au fur et à mesure des mois et des années, il y a d'autres personnes qui vont dire tiens, cette page-là fonctionne bien, ça serait bien de créer un lien vers l'autre pour justement la relancer un peu. Et vous allez avoir un lien qui n'a pas véritablement, pas d'intérêt thématiquement parlant qui va apparaître, vous allez avoir 2, 3, 10, et au final, on n'arrivera pas véritablement à voir qu'il y a une majorité de liens qui restent dans ce groupe thématique, puisque ce sera complètement dilué. Et donc en fait, votre structure thématique tombe à plat. Voilà. D'accord. Et pour compléter le sujet, Sylvain, est-ce que tu recommandes ou non des techniques un petit peu plus évoluées où on cache des liens à Google, mais on permet aux utilisateurs de le voir, comme l'obfuscation de liens? C'est une très bonne question. Je vous avoue que là, je n'aurais pas véritablement la réponse ici, mais je peux étudier le sujet et puis revenir dessus. D'accord. Non, mais c'était ma question, c'était pour étendre. Peut-être pour compléter un petit peu, hein, c'est vrai que l'obfuscation, ça peut être intéressant quand on est sur des méga sites, hein, des méga menus, en particulier dans le e-commerce, où on va avoir des pages de menus pour renvoyer vers d'autres catégories. À ce moment-là, ça peut être pertinent d'éviter la pénalité d'indexation par Google, mais de laisser la possibilité aux utilisateurs de naviguer. Mais pour ce qui est de casser les clusters en ajoutant des liens, je pense que un point vraiment sur lequel il faut insister, c'est que le groupe thématique n'existe que par la présence de liens. Même si on peut parfois dans l'outil taguer certains articles comme appartenant à un groupe thématique, ça en soi, ça ne fait rien. C'est seulement la présence des liens de la page pilier vers chacun des articles, de chacun des articles vers la page pilier, et le plus possible entre les articles, qui va dire à Google qu'il s'agit d'un groupe thématique. Donc, quand on commence à en sortir, on casse cette dimension-là et on va perdre les bénéfices qu'on avait sur le référencement. Merci de la précision. Alors, si j'ai une question pour toi, Céline. Pour toi, qu'est-ce qu'un taux de rebond acceptable? Alors, là aussi, c'est difficile. Selon la documentation qu'on peut consulter, on a des fourchettes, hein, qui peuvent être indiquées. C'est souvent de 20 à 40%, mais je pense qu'il faut voir ça plutôt dans l'uniformisation, en fait. Regardez le taux de rebond, si on s'y attache, c'est vraiment sortir la liste des articles, en fait, avec leur taux de rebond et voir lesquels sortent de la norme. En général, on va avoir quelques articles où on va avoir un manque d'alignement, en fait, entre l'intention de recherche et le contenu de l'article. Et c'est là qu'on va avoir des taux de rebond assez importants. Ça peut être aussi avec des problèmes techniques. À ce moment-là, en général, avec un audit SEO, c'est possible de mettre en évidence un certain des problèmes, comme la lourdeur des pages, si on a certaines vidéos qui se lancent automatiquement, certaines images qui peuvent causer les problèmes de chargement, qui souvent, hein, sont à l'origine aussi de taux de rebond élevés. Mais je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur, finalement, établir sa propre moyenne pour son blog et regarder ceux qui sont anormalement élevés par rapport aux autres. Merci. J'aime beaucoup, Sylvain, Céline, comment vous
donner une énergie particulière pour répondre en profondeur à la question, sans jamais répondre, ça dépend. Hop, et allez, une petite dernière question. Non, les deux dernières questions, une chacun. Selim, est-ce que tu trouves pertinent de proposer en bas de page des liens vers des articles similaires? Si oui, comment tu pourrais optimiser le taux de conversion de ces articles? Tout à fait. Je pense que ça a plusieurs intérêts. Hein. Juste au niveau du SEO, on a des liens à nouveau vers les articles du cluster. En général, les articles en bas de page, ils vont renvoyer vers d'autres articles du cluster. Et on peut pousser davantage l'optimisation des taux de conversion et commencer à regarder vraiment article par article quels sont les articles finalement qui convertissent le plus. Et essayer de mettre ces articles-là en premier ou en évidence dans la section articles similaires. Donc, ça dépend à nouveau de l'outil que vous utilisez, des possibilités qui sont offertes. Parfois, c'est généré de manière aléatoire pour les articles de la catégorie. Mais si c'est possible, je pense qu'il faut vraiment s'attacher à mettre en évidence, mettre en premier les articles qui convertissent le mieux. Ça peut être votre page pilier, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est des articles qui sont un peu plus alignés avec l'offre de contenu qui est proposée. Donc, vraiment essayer de... Avec le rapport de conversion, voir l'article qui convertissent le mieux et mettre cela en premier sur tous les autres articles comme articles similaires. D'accord. Et je vais finir par une petite dernière question pour vous deux. Dans le Cocon Semantics, expliqué par Sylvain, où place-t-on les liens vers les pages business stratégiques? Alors là, comme là, on va se focaliser principalement justement sur les offres, ces liens-là, en fait, vont être mis directement en termes de CTA. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir en haut, en bas, mais ça va être beaucoup enfin, en haut, je veux dire, en tête d'article ou en queue d'article, mais ça va être beaucoup justement d'AB test, véritablement regarder là où la conversion est la plus importante, et aussi en fonction des sujets. Vous allez en avoir certains qui, justement, vont avoir plus de chances d'être cliqués, plus vous allez être justement en haut, ou alors à un autre endroit, justement, de l'article. Là, pour le coup, il n'y a pas véritablement de règles, ça dépend de l'industrie. Peut-être pour ajouter là-dessus aussi, ça dépend de ce qu'on entend par les pages business. Si on reprend le chemin de conversion vraiment où on commence par un abonné qui se convertit en lead, puis en MQL, ça peut être intéressant en fait de chercher toujours la conversion la plus facile. Hein. D'abord la conversion en abonné, puis la conversion en lead, et après la conversion en MQL. Et là, ça peut être sur les offres elles-mêmes. Sur les offres elles-mêmes, c'est intéressant, et je pense que c'est particulièrement intéressant d'avoir des liens de suivi vers certaines de ces pages-là qui permettent une progression dans le cycle de vie client. Et l'avantage, il est double, c'est que d'abord, l'offre de contenu ne va plus être l'aboutissement. C'est une transition. Donc, comme ça devient une transition, on peut mesurer ces conversions qui en découlent, au moins le trafic vers les pages en question. Et je pense que ça permet de mesurer finalement la qualité du contenu qui est proposé en téléchargement. Et c'est plus à nouveau cet aboutissement où on se dit c'est téléchargé, c'est fini, il n'y a pas de suite, et qui peut être à nouveau contre-productive et amener à publier des offres de contenu un peu à la va-vite. Donc, à ce moment-là où on est vraiment sur des prospects qui sont intéressés par les produits, qui sont intéressés en tout cas par les thématiques abordées par l'entreprise, c'est là, et je pense... nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup en dernière page des e-books, toujours mettre des liens vers des pages de demande de démonstration, vers les produits qui sont pertinents par rapport à la thématique. D'accord. Franchement, merci Sylvain, merci Selim. J'aime bien comment vous présentez des sujets assez complexes de manière très simple, tout en amenant un degré de profondeur. Donc, on est super content de vous avoir, d'avoir eu HubSpot avec nous pour ce SEO Square. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Merci pour l'organisation. Merci à tous. Et je vous invite à nous retrouver dans 10 minutes pour une conférence qui sera plus tournée e-commerce. Donc, en fait, sur comment on peut allier l'UX et le SEO pour ses fiches produits et ses pages catégories. Dans 10 minutes avec 2 speakers de CMJ. Et en attendant, je me permets quand même de remercier HubSpot d'être avec nous. Merci Sylvain, merci Selim. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.